Donc, l'UEGW est un excellent congrès pour nous en pancréatologie parce qu'il y a plus de sessions qu'habituellement dans d'autres. Bien sûr, peut-être un peu moins que dans les Mickey ou pour le colorectal. Donc, je vais vous parler premièrement des lésions kystiques pancréatiques. Ça a été l'objet d'une session entière et je vais vous parler premièrement des TIPMP. Juste un rappel très bref, même si je sais que vous savez tout ça. Les TIPMP donc, sont des lésions précancéreuses, comme vous voyez ici, qui peut toucher donc, les petits canaux, donc les canaux secondaires du pancréas, ou comme ici, le canal pancréatique principal. Elles peuvent être tout à fait florides ou uniques. Leur prévalence est inconnue, cependant, selon on peut penser en tout cas que ça se situe entre 10 et 15% des plus de 70 ans dans la population générale, donc au final des lésions assez fréquentes, avec un risque de cancérisation qui évolue de 3 à 18% pour l'atteinte des canaux secondaires et 45% dans l'atteinte du canal principal. Il y a beaucoup de questions, bien sûr, auxquelles il faut répondre quant à la prise en charge de ces patients. Donc, je vais vous parler d'une première communication orale et l'association entre TIPMP et transplantation du foie. C'est souvent des questions qu'on nous pose, les hépatologues, en nous disant « j'ai trouvé une TIPMP, est-ce que le patient est éligible pour une transplantation ?» Car, comme vous le savez, c'est une lésion précancéreuse, la TIPMP, et notre peur, notre crainte, c'est que l'immunosuppression au long cours puisse favoriser une dégénérescence, une augmentation de taille rapide et l'apparition de signes d'inquiétude, c'est-à-dire l'apparition d'un nodule. Donc il y a très peu de papiers sur ce sujet. Un papier il y a 1 an qui avait été publié et qui avait matché un groupe de patients transplantés du foie avec un groupe contrôle et on voyait porteur bien sûr de TIPMP et vous voyez que chez les patients transplantés avec TIPMP il n'y avait pas de franche différence quant à la taille des lésions au début du suivi jusqu'à la fin du suivi qui était en moyenne de 4 ans. Mais par contre, on pouvait voir que l'apparition de signes d'inquiétude n'était pas liée au fait de la transplantation, donc éventuellement si on faisait à l'immunosuppression, mais plutôt à l'âge du diagnostic de la TIPMP. Alors, si on prend cette première communication orale qui venait d'une équipe de Prague, eh bien, ils ont pris. Le but était déjà, premièrement, d'avoir la prévalence et d'essayer de décrire l'histoire naturelle des lésions kystiques du pancréas qu'on pourrait retrouver chez des patients transplantés. Donc c'était une analyse qui était rétrospective, sur dossier et sur imagerie. Elle était monocentrique sur près de 10 ans, sur 8 ans exactement. L'intérêt, c'est qu'ils ont pu inclure quand même un très grand nombre de transplantés du foie, près de 1000 patients. Alors vous voyez que dans cette population, 60% étaient des hommes, avec un âge médian à 51 ans. Le plus vieux greffé était de 74 ans, quand même, c'est à noter. Et bien la prévalence des lésions kystiques était assez faible, bien plus que ce qui est décrit dans la littérature, puisqu'elle n'était que de 6,2%. Alors, quand on prend ces patients avec lésions pancréatiques kystiques, eh bien, le sexe ratio était de 1. L'âge au diagnostic était un peu plus âgé, était de 61 ans. Donc, on voit bien qu'un âge avancé augmente bien le risque de lésions kystiques pancréatiques, que le diagnostic était fait en pré-transplantation dans la moitié des cas, et qu'en général, ce sont des lésions de petite taille. Vous voyez, 14 mm. Alors, pour un tiers des patients, il y avait plus de lésions et elles pouvaient être multifocales dans 17% des cas. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que la durée moyenne de suivi de ces patients était de 4 ans et demi et qu'il y avait une progression de ces lésions en taille que dans 17% des cas. Et qu'au final, cette croissance, cette augmentation de taille n'était pas très significative. Et de manière plus intéressante, seuls 9 patients avaient vraiment une TIPMP confirmée. Donc, si on revient sur les chiffres, ça fait 9 patients sur près de 960. Donc, ce qui est au final très très peu par rapport, et encore une fois, aux chiffres qui nous sont, que l'on connaît dans la littérature. Sachez que les facteurs de risque d'avoir une lésion pancréatique, eh bien, c'est d'être plus âgé. Et là, c'était d'être de sexe féminin. Donc,
quand on vous pose la question, effectivement, la présence d'une lésion kystique de type TIPMP, s'il n'y a pas d'atteinte du canal pancréatique principal, ne doit pas être une contre-indication à la transplantation du foie, mais également de tout autre organe, si on vous pose la question. Donc, je vais vous parler maintenant du suivi des TIPMP, notamment après résection. C'est un véritable casse-tête souvent, puisque notamment après DPC, avoir une anastomose sténosée, donc l'anastomose entre le virsung et le tube digestif, est extrêmement fréquent. Et donc, après, essayer de dire, est-ce qu'il y a une récidive parce qu'il y a une atteinte du canal pancréatique principal, ou est-ce que les anomalies sont simplement dues à une pancréatite chronique obstructive avec une dilatation en flammèche des canaux, c'est souvent très compliqué. Et puis, au final, l'autre question, c'est qu'on ne connaît pas véritablement la prévalence ou les facteurs de risque, quant à la récidive de TIPMP après résection. Alors, il y a un petit peu de littérature à ce sujet, et les choses que l'on connaissait dans la littérature, c'est que un des grands facteurs de risque de récidive de TIPMP après résection, c'est le degré de dysplasie de la lésion qu'on a retirée. Dans cette étude où ils avaient inclus 366 patients, vous voyez qui pouvaient être, il y avait un taux de récidive qui était de 10%, et que cette récidive était liée au fait que l'atteinte primaire principale était une atteinte du canal pancréatique principal ou une atteinte donc mixte, plutôt qu'une atteinte des canaux secondaires seuls, et surtout que ce taux de récidive était lié à une histologie, une analyse histologique pour des lésions de haut grade. Vous voyez quand même, et ça c'est que la récidive, elle survient là 3 ans après la chirurgie, et là près de 4 ans et demi après la chirurgie. Donc elle peut être assez tardive. Donc, dans ce travail, qui est un véritable travail européen mené par Marco Del Chiaro, qui vient de Stockholm, qui est un chirurgien dynamique pour le pancréas, eh bien, sur cette étude européenne, ils ont collecté un grand nombre de patients qui ont été opérés pour TIPMP. Vous avez vu, ils ont pu inclure 1686 patients, donc c'est une très belle cohorte, qu'ils ont pu suivre sur plusieurs années. Je vais vous donner les chiffres après. Eh bien, le taux global de récidive était de 15,7%. Et ce que l'on voit, c'est que chez ces patients qui ont récidivé, eh bien, le plus souvent, au final, c'est une progression des lésions qui étaient laissées en place. Et vous voyez que très peu, eh bien, il y a des récidives sévères avec cancer. Donc là, vous voyez métastase hépatique ou carcinose-péritonéale, ou même une récidive locale sur la zone donc, où le patient a été opéré. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est les risques de récidive qu'ils ont trouvés. Donc, bien sûr, vous voyez que le type d'atteinte de TIPMP qui a été opéré est majeur dans le risque de récidive. Si vous avez une atteinte mixte, canal principal, canaux secondaires, eh bien, à 10 ans, votre risque de récidive, il est près une chance sur 3. Alors, c'est un critère très important. Ce qui est également très important, c'est le phénotype de la TIPMP. Vous savez qu'il y a différents types de phénotypes, pancréatobiliaire, gastrique, intestinal ou oncocytique. Eh bien, vous voyez que le plus grave d'ailleurs de ces phénotypes, le pancréatobiliaire, est un risque majeur de 62% de récidive à 10 ans quand on vous a opéré pour ça. Enfin, troisième grand risque de récidive, c'est la résection. Comment étaient les marges de résection? Est-ce qu'elles étaient positives? Est-ce qu'il restait de la TIPMP ou pas? Et vous voyez que s'il en restait, bien évidemment, le risque à 10 ans de récidive, il est près de 35%. Donc cette grande étude avec beaucoup de patients nous permet de dire que si vous opérez vos patients avec une atteinte du canal pancréatique principal, donc des TIPMP mixtes, que le phénotype était pancréatobiliaire, qu'en plus il y avait bien sûr évidemment des marges de résection qui étaient positives, vous avez un risque évident de récidive. Il faut continuer à suivre ces patients. Il n'y a pas de recommandation actuelle. Sachez que s'il n'y a plus de lésions présentes actuellement, on recommande une IRM tous les 3 ans. Et puis, en fonction de l'évolution des signes, on peut ou pas accélérer la surveillance. C'est toujours très difficile, en raison des séquelles chirurgicales, de suivre ces patients, donc d'être extrêmement, extrêmement prudent.
Alors maintenant, on continue sur les TIPMP. Vous savez que donc on suit les patients qui ont une atteinte des canaux secondaires, excusez-moi, puisque le risque de cancer est probablement moindre, peut probablement évalué à 5% à 5 ans, alors qu'il n'y a aucune question en cas d'atteinte du canal pancréatique principal où il faut faire une résection préventive. Mais que se passe-t-il? Toutes les données dans la littérature nous donnent des chiffres à 5 ans. Mais au final, nous n'avons strictement aucune idée de ce qui se passe après 5 ans. Et que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit optimiser la surveillance, l'augmenter en se disant que plus on vieillit, plus le risque de cancer est important? Ça, c'est une vraie question auquel nous n'avons pas de réponse actuellement. Ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire, il ne s'est rien passé pendant 5 ans, donc j'arrête? Au final, on n'a aucune idée donc, de ce qui se passe après 5 ans. Et ce travail qui vient des États-Unis nous donne une réponse. Ils ont pris des patients qui étaient suivis déjà, qui ont déjà été suivis 4 ans et plus. Et donc, ils nous donnent un petit peu les données quant à l'évolution, à l'histoire naturelle de leur maladie de la TIPMP. Donc, il fallait bien sûr avoir une TIPMP, il fallait être suivi depuis plus de 4 ans de façon rigoureuse avec IRM, scanner ou écho-endoscopie, et ils ont défini des signes de progression. Soit eh bien, le kyste prenait plus de 2 mm, le kyste principal en diamètre, soit il augmentait de plus de 20% de son diamètre, soit eh bien, vous aviez des signes d'inquiétude, c'est-à-dire l'atteinte du canal pancréatique principal, une dilatation au-delà de 6 mm, soit l'apparition de nodules muraux. Et donc, ils ont pu comme ça revoir 2400 patients qui avaient des lésions kystiques. Ils ont pris ceux qui étaient suivis plus de 4 ans et ceux, au final, pour lesquels on était sûr que c'était bien une TIPMP. Donc, ils ont inclus 135 patients. Donc, c'est une belle série parce que c'est pas si évident d'avoir un aussi long suivi pour autant de patients. Vous voyez que le sexe ratio était quasiment de 1 et que l'âge médian diagnostic était de 73 ans. Et en fait, ces données sont très intéressantes et nous expliquent qu'il faut continuer, bien sûr, à suivre ces patients. Pourquoi? Parce que dans 23% des cas, il n'y avait aucun changement par rapport à la taille de la lésion la plus grande suivie chez ces patients. Dans un tiers des cas, il y avait une augmentation qui était relative, à peu près 2 mm ou un petit peu plus. Mais dans 44% des cas, il y avait une augmentation de plus de 20%. Eh bien, même s'il n'y a pas d'augmentation de la taille, avec des tailles qui sont relativement petites, vous voyez, de 1 à 2 cm, eh bien 9% vont développer des signes d'inquiétude, présence de nodules, atteinte du canal pancréatique principal. Donc, encore une fois, la taille de la lésion ne doit pas être le seul garant au motif de ce qui va se passer, parce que même quand on a des petites lésions, vous pouvez évoluer, avoir des signes d'inquiétude. Donc, il y a d'autres phénomènes, bien sûr, qui sont en jeu. Et vous voyez que, eh bien, même quand la croissance est relativement faible, eh bien, là, encore une fois, 42% vont développer des signes d'inquiétude. Donc, il faut absolument continuer à suivre nos patients, même au-delà de 5 ans, même si on se dit, c'est rien passé pendant 5 ans, donc il ne se passera rien après. Je crois que c'est faux. Maintenant, qu'en est-il pour le diagnostic des lésions kystiques? Je voudrais saluer l'énergie de Bertrand Napoléon et tous ses collaborateurs pour l'étude Contact, que vous connaissez tous, qui a été publiée très récemment dans Endoscopie l'année dernière, parce que donc, Bertrand a également présenté à l'UEG la suite de Contact, donc c'est pour ça que je vous la présente. Qu'en est-il? Eh bien, c'est le développement d'une nouvelle technique qui est la microscopie confocale, dont le but est d'aller faire le diagnostic de lésions kystiques, pour lequel le diagnostic n'est absolument pas univoque. Donc, comment ça se passe? On pratique une écho-endoscopie, on ponctionne la lésion kystique et on va introduire cette sonde qui nous permet de faire de la microscopie confocale. Donc, dans l'étude qui avait été publiée très récemment par Bertrand et ses collaborateurs, eh bien, ils ont fait une corrélation entre les données histologiques et les données qui étaient visualisées par cette nouvelle technique, et notamment l'architecture vasculaire de ces lésions, puisque c'est ça qui va être repéré par la microscopie confocale. Donc vous voyez bien qu'ici, avec un cystadénome séreux où on a cette architecture tissée des vaisseaux, est tout à fait différente
que dans le cas d'un cystadénome mycineux ou encore d'une TIPMP, qui ici une structure trabéculaire, ou encore d'un pseudokyste ou bien d'une tumeur neuroendocrine. Et quand ils ont fait cette étude, eh bien, la trame vasculaire visible en microscopie confocale était assez superposable à ce qui pouvait être vu en histologie, avec une très bonne spécificité de près de 100%, mais également en valeur prédictive positive. Donc, ils ont pu ainsi avoir des critères diagnostiques assez forts pour le cystadénome séreux. Et quelques semaines après, ils ont pu valider cette même approche pour les autres types de kystes. Les images sont véritablement très belles. Vous voyez ici une papille de TIPMP qu'on voit particulièrement ici avec l'axe vasculaire. Donc, ceci donc pour le cystadénome séreux, on en a parlé, ou là encore pour l'épithélium des cystadénomes mucineux. Et là, un petit peu plus difficile à voir, cette trame vasculaire très dense des tumeurs neuroendocrines kystiques. Donc, ça peut être une nouvelle approche, bien sûr, quand on a des lésions kystiques dont on ne comprend pas, on ne connaît pas la nature. Donc, Bertrand a présenté la faisabilité, les complications éventuelles de cette nouvelle technique et a rapporté la prise en charge de 182 patients dans 4 centres français qui étaient suivis, donc qui ont eu leur écho-endoscopie. Les examens étaient réalisés soit avec un modèle de chez Cook ou de chez Boston. Et vous voyez qu'en fait, la faisabilité de manière satisfaisante avait été possible dans plus de 95% des cas, que la ponction soit transgastrique ou transduodénale. Alors, dans très peu de cas, ils ont fait une approche transduodénale, mais au niveau du deuxième duodénum. Et c'est dans ces cas-là qu'ils ont eu des problèmes techniques et pour lesquels la ponction n'avait pas été possible. Enfin, ils ont eu quelques soucis d'acquisition des données dues au logiciel. Mais vous voyez que pour des lésions, qu'elles soient dans la tête, dans le corps ou dans la queue, eh bien, cette technique est possible, permettra probablement d'avancer même plus pour la recherche. Je parle notamment des TIPMP, où j'espère cette technique pourrait être une aide pour avoir un degré de dysplasie éventuelle des lésions, puisqu'on pourrait penser adjoindre certains, notamment anticorps, et faire une sorte d'analyse in vivo, bien évidemment, mais directe. Pour ce qui était des complications, vous voyez qu'ils ont eu des saignements intrakystiques dans près de 10% des cas, mais il n'y a pas eu de conséquences cliniques. C'était des hémorragies tout à fait limitées et un cas minime de pancréatite aiguë. Enfin, je voudrais finir par ce travail sur la douleur chronique et la pancréatite chronique. C'est une difficulté de prise en charge, c'est pour ça que je tenais à le souligner. Nous, on reçoit beaucoup de patients qui sont déjà sous de très grosses doses de morphine au long cours et qui développent une toxicomanie pour lequel, au final, ces dérivés de morphine n'ont plus de sens. Alors, quand on n'a pas de possibilité endoscopique ou chirurgicale, quand il n'y a pas de cause évidente obstructive, eh bien, que faisons-nous? On est souvent devant une impasse. Alors, est-ce qu'il y a des traitements spécifiques, je dirais, de la pancréatite chronique? Je voudrais parler de ce traitement qui est un traitement antioxydant. Ce que l'on sait dans la littérature, c'est qu'il a été dit que les patients avec pancréatite chronique, de toute cause d'ailleurs, étaient déficients en traitement antioxydant et que ces antioxydants, donc vous voyez, c'est le sélénium, la vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène et la méthionine, pouvaient diminuer la douleur des pancréatites chroniques idiopathiques ou alcooliques. Donc, une méta-analyse en 2013 avait prouvé en tout cas l'efficacité pour diminuer le nombre de crises et l'intensité des douleurs chroniques avec un odds ratio qui était significatif et un effet prouvé de ce traitement. Parallèlement, un autre traitement qui a prouvé son efficacité, mais dans un tout petit essai randomisé qui n'a pas été après reproduit, qui est l'intérêt de la prégabaline. Vous le connaissez sous son petit nom français qui est le Lyrica, puisque la majorité des douleurs pancréatiques sont neuropathiques. Et donc, au lieu d'aller vers de la morphine, je vous encourage à aller vers ce type de thérapeutique. Et donc, cet essai qui, avec très peu de patients malheureusement, en tout cas avait montré l'efficacité de ce traitement après seulement 3 semaines de prise pour diminuer la douleur chez ces patients et augmenter la tolérance de cette douleur. Donc l'essai que je voulais vous montrer, c'est un essai indien, parce qu'ils en ont fait déjà quelques-uns dans ce genre, qui est un essai en double aveugle contre placebo, où ils ont associé un cocktail d'antioxydants
plus du Lyrica versus placebo chez des patients qui avaient une pancréatite chronique avec douleur chronique, pour lesquels un traitement endoscopique complet avait été fait et pour lesquels il n'y avait plus d'obstruction canalaire. Donc vous voyez quand même que les doses de Lyrica étaient assez élevées, hein. Ils sont allés jusqu'au maximum des posologies qui est de 300 mg 2 fois par jour. Les patients étaient traités pendant 2 mois et ils ont pu ainsi enregistrer les différentes scores, notamment sur la douleur. Et c'est très intéressant parce que vous voyez qu'un traitement antioxydant, ce qui n'a absolument aucun effet secondaire associé à la prégabaline, avait une nette diminution de la douleur sur la visuelle analogie, sur le VA. Sur les corps d'Isbiki, qui est un score de la douleur, et ce qui est encore plus interpellant, c'est qu'il y avait une disparition complète de la douleur chez 20 patients, c'est-à-dire près d'un patient sur 2. Et il y avait une réduction importante, significative de la douleur chez près de 83% des patients. Donc encore une fois, c'est un message, mais pour les douleurs chroniques, au cours de la pancréatite chronique, quand vous n'avez plus de possibilités endoscopiques ou chirurgicales, avant de vous lancer dans des choses inconsidérées ou de la morphine au long cours, pensez à ces autres alternatives. Voilà, donc pour conclure, il y a également, et je tiens à le dire, beaucoup de sessions de formation à l'UEG, qui est un très bon congrès de très haut niveau pour cela. Donc voilà, donc en octobre à Vienne. Merci.